Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Blandine Duménil, je suis praticienne en hypnose ericksonienne et humaniste et je vous présente aujourd'hui cette vidéo sur notre cerveau, la construction de notre cerveau et l'importance de sa construction dans notre vie de tous les jours. Dans notre construction déjà, dès le ventre de maman, on a tous deux hémisphères. Voilà, qui se matérialisent ici. Et au milieu, on a ce que l'on appelle le corps calleux. Le corps calleux qui fait passer les informations d'un côté et de l'autre, et c'est là où on digère les informations. Le premier qui va se construire, c'est notre inconscient. Il se construit de 0 à 7 ans. 0, c'est déjà dans le ventre de maman. Le fœtus, puis le bébé qui grandit, va capter plein de choses dans le ventre de maman. Et jusqu'à 7 ans, c'est notre inconscient. Notre inconscient, c'est notre émotionnel, notre côté émotionnel. Toutes les émotions qu'on va vivre de 0 à 7 ans. Les émotions aussi que maman nous fait vivre par communication directe ou parce que, voilà, pour plein de possibilités. Dès le ventre de maman, on peut capter des émotions. Et jusqu'à 7 ans, bonnes et moins bonnes, hein, toutes les émotions. Et la façon dont les personnes autour de nous vont les appréhender, les gérer, vont réagir face aux émotions, et ben, ça va être une manière pour nous de nous construire aussi au travers de leurs propres attitudes, leurs propres comportements. L'inconscient, ce sont tous nos automatismes biologiques, physiologiques, physiques et comportementaux, les réflexes aussi. Donc, en automatisme biologique, par exemple, c'est le sang qui circule dans chaque veine, dans chaque artère, dans chaque organe. C'est les poumons qui se gonflent et se dégonflent et qui apportent l'oxygène dans tout le corps. C'est voilà, toute cette circulation à l'intérieur, tout ce fonctionnement qui fonctionne merveilleusement bien à l'intérieur de nous, sans même qu'on se rende compte de quoi que ce soit. Ça se fait tout seul. Donc ça, c'est un automatisme biologique, physiologique. Ensuite, vous avez des automatismes physiques. Par exemple, si vous avez chaud, vous allez transpirer. Si vous avez froid, vous allez avoir des frissons, par exemple. Physiquement aussi, vos cheveux poussent, les ongles poussent, vous pouvez perdre vos cheveux, vous pouvez... Voilà, ça c'est automatique, ça se fait tout seul. Personne décide de perdre ses cheveux, d'avoir une calvitie, personne décide d'avoir des cheveux blancs, personne décide tout ça, mais ça se fait tout seul. C'est automatique. Et il y a des automatismes comportementaux, par exemple, quand vous vous trouvez face à un animal ou face à certaines personnes ou dans certaines situations, vous pouvez réagir très différemment. Par exemple, vous êtes assis ou allongé sur un fauteuil et vous avez une araignée qui vous tombe dessus. Petite ou grosse, peu importe, et ben voilà, il y a des personnes, ou alors vous avez un rat qui passe dans la pièce, j'en sais rien. Soit vous allez avoir des personnes qui vont hurler, qui vont essayer de tuer l'araignée, d'évacuer ce rat au plus vite, soit des personnes vont fuir à toutes jambes parce que c'est trop horrible d'avoir cet animal-là. Certains autres vont vouloir l'attraper, le caresser, lui donner un bout de quelque chose, ou de le mettre dehors à l'abri, enfin voilà, peu importe, mais ça c'est un automatisme, ça se fait tout seul, il n'y a rien de réfléchi à tout ça. C'est pareil qu'un enfant qui a peur du noir, souvent les adultes essayent de les rassurer en disant qu'il n'y a rien, voilà, que c'est totalement normal, tout est en sécurité, il n'y a personne dans le placard, etc. Et alors qu'en fait, c'est complètement inconscient et un peu irrationnel d'un point de vue adulte. Et pourtant, la peur est bien là. Et c'est automatique. Si vous éteignez la lumière et qu'il n'y a aucune autre veilleuse pour votre enfant, c'est automatique, il peut pleurer, s'inquiéter, avoir peur, cauchemarder, etc. Donc ça, c'est vraiment les automatismes, et ça, c'est l'inconscient qui le fait, qui les enregistre. Et on dit que l'inconscient est plus fort que nous. Qu'on ait 1 an, 7 ans, 97 ans, c'est plus fort que nous. Quelqu'un qui a peur des araignées, c'est plus fort qu'elle, elle a peur des araignées. Quelqu'un qui a peur du feu, dès qu'il va s'approcher du feu, il va être inquiet. Ou je ne sais quoi d'autre, il y a plein de possibilités, évidemment. Mais voilà, c'est plus fort que nous. Si j'ai chaud, j'ai chaud. C'est impossible de lutter contre la chaleur ou le froid. Bien que maintenant, on a des exercices mentaux qui peuvent permettre de contrôler ça, mais quand même, si j'ai des cheveux blancs, j'ai des cheveux blancs, si je perds mes cheveux, je perds mes cheveux. C'est très compliqué. C'est plus fort que nous. Il a sa propre logique, l'inconscient. Ça veut dire quoi, sa propre logique? Déjà, ça veut dire qu'il est global. L'inconscient capte tout avec vos 5 sens. Il voit,
il l'entend, il ressent, il savoure avec ses papilles, enfin voilà, il touche, il goûte, il découvre en permanence, il capte, si on peut dire ça comme ça. Les enfants de 0 à 7 ans ne sont que dans l'inconscient et eux captent tout. Ils peuvent être à l'autre bout de la pièce, à l'étage, en train de faire plein d'autres trucs, en train de courir et chanter, et en même temps, leurs antennes sont bien là pour capter tout ce qui se passe autour. Et c'est pareil pour nous, c'est valable pour tout le monde, puisque une fois que notre inconscient est créé, ben, il continue toute sa vie. Et donc, notre inconscient, il est là pour nous montrer, nous faire capter plein de choses, de jour comme de nuit, sans même s'en rendre compte. Ça se fait tout seul, quoi. Notre inconscient, il est aussi intemporel. Il n'a aucune notion de temps. Hier, aujourd'hui, demain, on s'en fiche. Pour l'inconscient, ça n'a aucune importance. Et un problème qui date de un jour, un mois, un an ou 10 ans, pour l'inconscient, ça n'a aucune importance aussi. Ce qui bloque, c'est une cause émotionnelle. Il y a une cause émotionnelle à régler. Et une fois que cette cause émotionnelle est réglée, le problème est réglé aussi. Peu importe, vraiment, j'insiste, peu importe sur la notion de temps. Quelqu'un qui me dit qu'il veut arrêter de fumer, mais il fume depuis 30 ans, peu importe. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui l'a poussé à fumer à un moment donné? Qu'est-ce qui le pousse aujourd'hui à maintenir ça? Qu'est-ce qui l'empêche d'arrêter d'être libre de la cigarette? Ça, c'est une cause émotionnelle. Et donc, en réglant ce problème-là, on règle la suite. C'est valable pour tous les sujets. Ça peut être perte de poids, ça peut être tout un tas de choses. Voilà. Et autre chose importante, l'inconscient de 0 à 7 ans, c'est cette période-là où on va développer toute notre créativité. La créativité, c'est vraiment le sens artistique, faire des beaux dessins, des belles couleurs, etc. Créer des cabanes, créer des objets. Mais ça va bien plus loin que ça, la créativité, c'est aussi inventer une vie avec des poupées, avec des Barbies, avec des voitures, avec des cailloux, avec je ne sais quoi d'autre, peu importe. C'est faire preuve d'imagination. C'est s'inventer une vie avec un ami imaginaire, c'est rêver de son avenir, rêver du prince charmant, rêver de je ne sais quoi d'autre, rêver. Et encore au-delà de rêver, c'est avoir la foi. Et là, il n'y a rien de religieux à ça. Souvent, on met la foi avec la religion, mais ce n'est vraiment qu'une partie de la foi. La foi, c'est croire. Croire que c'est possible. Croire que c'est possible d'avoir une belle vie, d'avoir une belle maison, d'avoir un travail qui me plaît, d'avoir une belle famille, d'avoir une vie vraiment heureuse et agréable, enfin, tout un tas de choses auxquelles je peux croire. C'est la foi. Et l'inconscient ignore complètement le ne pas. Un enfant de 0 à 7 ans n'est que dans l'inconscient et il ignore complètement le ne pas. Ça veut dire quoi? Si je dis ne cours pas, ne crie pas, ne tape pas, l'enfant entend court, crie, tape. C'est l'élément principal de la phrase en fait. Ne parle pas si fort. Il y a parler fort. Ne chante pas en public. Je dis n'importe quoi. Voilà, je chante en public, je fais ce que je veux. Je sais pas, voilà, ne t'habille pas comme ça. Il n'y aura que comme ça que je vais m'habiller, par exemple. Enfin bref, plein d'exemples pour dire qu'on se met des nœuds pas en permanence, mais notre inconscient fait tout l'opposé. Là, je parle d'enfants de 0 à 7 ans, mais c'est valable pour tout le monde, comme je vous l'ai dit. L'inconscient, une fois qu'il est construit, il continue toute notre vie. Et aujourd'hui, si je me dis non, je ne veux pas prendre de poids, dans la phrase, il y a prendre du poids. Non, je ne veux pas m'énerver, je m'énerve. Non, je ne veux pas reproduire exactement la même chose que l'année dernière, dans la phrase, il y a reproduire la même chose que l'année dernière. Non, je ne vais pas faire comme ma mère, je fais comme ma mère en fait, parce que du coup, l'inconscient enlève complètement le ne pas. Là, ça peut paraître un peu bizarre ce que je vous dis, mais c'est totalement vrai. Par exemple, je vous dis là tout de suite, ne pensez surtout pas, mais surtout pas, ne pensez surtout pas à votre cuisine. Ne pensez surtout pas à la place de votre évier dans votre cuisine, à l'endroit où vous rangez autrement vos couverts. N'y pensez surtout pas. Là, c'est quelque chose d'existant, évidemment. Mais je peux aussi vous dire, ne pensez surtout pas à ce chat qui passe devant votre porte, qui a une couleur vraiment particulière, avec du blanc, avec du roux. N'y pensez surtout pas.
Ne pensez surtout pas à sa tête qui se tourne vers vous et qui vous regarde. Enfin voilà, là c'est un exemple parmi des milliers d'autres. Tout ça pour dire que finalement, l'inconscient, il crée l'image, il crée l'histoire, qu'on le veuille ou non, justement, en se mettant des nœuds pas, consciemment, on n'en veut pas du tout. Et pourtant, bah, c'est ce qui va arriver. Parce qu'on focalise sur ce qui nous pourrit la vie, sur ce qui nous énerve, sur ce qui nous agace, sur ce qui nous dérange, etc. On ne fait que focaliser sur le négatif. Et de 0 à 7 ans, toutes les émotions qu'on va vivre, toutes les expériences qu'on va vivre, tout ce qu'on aura perçu, ressenti en nous et aussi au travers des filtres de maman et papa, parce que de 0 à 7 ans, on est quand même très 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 liés à maman et papa. Et les personnes qui nous entourent proches, il peut y avoir aussi des grands-parents, des tantes, des oncles, voilà. Mais la façon dont on va interagir et on va voir les autres autour interagir vont conditionner notre façon à nous d'être dans notre vie et de gérer nos émotions. Et on va fabriquer ce qui se matérialise ici, en rose foncé, là, les petits traits roses, ce sont des rails émotionnels, c'est-à-dire ce sont comment dire, des systèmes à l'intérieur automatisés. Notre pilote automatique, notre inconscient, a enregistré des façons de faire et une fois que c'est enregistré, il n'a plus aucune raison de refaire l'histoire, il va répéter toute notre vie ces schémas-là. D'où souvent les répétitions de schémas bénéfiques parfaits, négatifs moins parfaits, des schémas qui nous embêtent, qui nous pourrissent la vie ou je ne sais quoi d'autre. Et ben c'est simplement parce qu'on répète des schémas enregistrés depuis l'enfance. Et l'inconscient, 0 à 7 ans, il est lié à maman. Et plus exactement, c'est comment moi, petite fille ou petit garçon de 0 à 7 ans, je me suis sentie aimée de maman. Un peu, beaucoup, trop, pas assez, peu importe. Chacun sa perception. Vous pouvez avoir plusieurs frères et sœurs et chacun aura une perception différente. Et peu importe, chacun aura sa perception et elle est juste pour chacun. Donc si vous vous sentiez très aimé, moins aimé, pas aimé, un peu aimé mais de temps en temps ou je ne sais quoi d'autre, et ben peu importe, c'est votre perception qui compte et elle est juste. En tout cas, votre perception à vous conditionne vos relations, en commençant par vous-même. Je vais m'aimer inconsciemment de la même manière que maman m'a aimé. Un peu, beaucoup, trop, pas assez, de temps en temps, voilà. J'insiste sur le inconsciemment. Il n'y a rien de réfléchi à tout ça, ça se fait tout seul. C'est pareil, dans mon couple, je vais rencontrer quelqu'un qui va me faire vivre ce que j'ai vécu dans mon couple avec maman déjà. Mon premier couple, c'est maman et moi. Et qui va m'aimer comme je m'aime et je vais l'aimer comme je m'aime aussi. Et indirectement, qui va s'aimer comme il ou elle s'aime aussi. Enfin bref. Je veux aussi avoir les mêmes relations et avec mes enfants. Ça va conditionner mes relations avec mes enfants. Je vais les aimer comme je m'aime et comme maman m'a aimé. Et c'est exactement pareil aussi avec mes amis, les vrais amis sur qui je peux compter, solides. Je vais les aimer comme je m'aime et ils vont m'aimer ou je me sentir aimée comme maman m'a aimé. Donc cette période-là est très importante, elle conditionne la confiance en moi, de qui je suis. Et l'inconscient représente 95% de notre action, de nos actions et de notre potentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une journée classique, normale, peu importe laquelle, 95% de ce qu'on a fait, de la façon dont on a réagi, de la façon dont on a eu des émotions, géré les émotions, tous nos comportements en fait, sont à 95% en pilote automatique de tout ce qu'on a encodé de 0 à 7 ans. Vient ensuite la période du conscient, de 7 à 14 ans. 7 à 14 ans, c'est notre côté rationnel. Tout ce qui est rationnel, tout ce qui est dans l'analyse, et lui aussi, il a sa propre logique. Déjà, ça veut dire quoi? Sa propre logique, il est très différent de l'autre. L'inconscient est global, le conscient est spécifique. Lui, il fait le focus sur certains détails. Il s'en fiche de savoir s'il fait bon, s'il fait chaud, s'il y a beaucoup de monde, s'il y a de la lumière ou je ne sais quoi d'autre. Lui, il fait le focus sur ce qui l'intéresse. Le conscient, c'est tout ce qui est chiffres, calculs, statistiques. Tout est bien calculé, réfléchi. D'ailleurs, de 7 à 14 ans, enfin à partir de 7 ans, c'est là où on commence à calculer,
à apprendre les additions, les soustractions, éventuellement les multiplications. Voilà, c'est là où on va démarrer tout ça, à l'école. Et c'est aussi les mots, MOTS. Les mots MOTS que je me dis à moi-même, les mots que j'entends sur moi, ou qu'on dit dans la famille depuis toujours, ou les expressions qu'on répète souvent, ont un impact sur moi. Et les mots que je refuse d'exprimer, qui se bloquent à l'intérieur de moi, ou voilà, peu importe, des choses qui coincent, des mots, peuvent provoquer des mots MAUX, des maladies, des mal à dire. C'est-à-dire que finalement, tout ce qui coince, consciemment et inconsciemment d'ailleurs, toutes les problématiques que l'on peut rencontrer dans notre vie ont un impact sur notre corps et sur nos émotions. Et s'il y a une cause émotionnelle bloquée, il y aura forcément un signe extérieur, un signe physique, un signe, voilà, par exemple, n'importe quelle maladie, hein, je me fais mal au pouce, ça signifie quelque chose. Je me casse une jambe, ça signifie quelque chose. Voilà, tout un tas de choses comme ça. J'ai une problématique au niveau de la peau, ça veut dire quelque chose. Voilà, tout a une signification émotionnelle. Chaque problématique que l'on peut voir réellement, concrètement dans ma vie, a une signification émotionnelle. Et les mots qu'on peut me dire à moi-même, comme on pourrait dire des étiquettes qu'on me colle depuis que je suis tout petite. Toi, tu es une enfant très réservée et timide. Toi, tu es une enfant, toi, tu n'oseras jamais rien dans la vie. Toi, tu es, je ne sais pas quoi, peu importe ce qu'on dit ou ce qu'on a entendu. Il suffit parfois même d'une seule phrase dite une seule fois qui peut rester bloquée comme ça, comme une énorme étiquette négative hein, qui peut coincer. Peu importe que ce soit répété ou non, à partir du moment où il y a une émotion qui coince à ce moment-là, bim, il peut y avoir des problématiques derrière, plus ou moins petites, hein, parfois sans importance et parfois avec plus d'importance. Mais voilà, ça peut avoir un impact. Le conscient, notre côté conscient, il a la notion de temps, il est temporel, il a bien le hier, aujourd'hui, demain. Autant l'inconscient, lui, c'est comme s'il rangeait toutes les expériences dans un sac et il faisait son tri à sa sauce. Autant le conscient, lui, chaque chose est rangée dans son placard, chaque chose à sa place, tout est bien cadré, quoi. Maîtrisé, si on peut dire. Et le conscient, bah, on s'en met des tonnes des nœuds pas. Non, je vais quand même pas dire ça à mon mari parce qu'il va s'énerver. Non, je vais pas dire ça à mes enfants parce que ça va augmenter le problème. Non, je vais pas dire ça, je vais pas faire ça au travail parce que à tous les coups, il va m'arriver ça. Non, je vais quand même pas. Voilà, peu importe. Je vais pas rouler trop vite parce que je vais avoir un problème. Donc, consciemment, je me dis des nœuds pas en permanence, mais inconsciemment, lui, il fait l'opposé. Parce que toujours pareil, l'importance, ce qu'il y a dans ma phrase, c'est l'élément principal. Je ne vais pas rouler trop vite, sinon je vais avoir une amende, je vais me faire arrêter par les gendarmes. Et ben, dans ma phrase, il y a je vais me faire arrêter par les gendarmes. C'est ça qui prime le plus. Et mon ne pas, il passe aux oubliettes en fait. Mais on s'en met des tonnes, on se met des barrières pertinemment, tout le temps. Et cette période-là, elle est liée à papa. Petite précision quand même, les petits traits bleus ici, c'est pareil, ce sont des automatismes et des systèmes répétés qu'on mettra en place toute notre vie en fonction de nos expériences de 7 à 14 ans. Donc papa, c'est plus l'action, le faire. Donc c'est, est-ce que papa était actif? Est-ce que ça me convient bien? Oui, très bien. Et bien dans ce cas-là, si papa était actif et que ça me convient bien comme il était, je vais moi aussi être capable de me mettre en action comme lui. Si papa est actif mais que c'est trop, si vraiment c'était beaucoup trop pour moi, d'après moi, c'est votre perception qui compte, encore une fois. Donc si c'est trop, si je le vois jamais, s'il est toujours actif tout le temps dehors et qu'on ne partage rien, ou j'en sais rien, peu importe les possibilités, eh ben, je vais être soit en surréaction et je vais faire l'opposé, lui montrer que moi ça me dérange et je vais rien faire ou le moins possible, soit en sous-réaction, je vais détester ça, mais je vais être obligée de suivre ce rythme-là effréné, au risque même de n'arriver jamais à me reposer. Mais je suis le rythme de l'action de papa, je le subis, mais je ne sais faire que ça. Donc, ça va être une sous-réaction et je vais subir. Papa, c'est aussi l'autorité et la hiérarchie. Donc, est-ce que papa est autoritaire? Est-ce que son autorité me convient?
Est-ce que cette autorité me paraît juste, équilibrée, voilà, ok. Et ben dans ce cas-là, je vais accepter l'autorité à l'école. Je vais accepter l'autorité d'un supérieur hiérarchique dans un métier, etc. Par contre, si l'autorité de papa, c'est trop, c'est inadapté, toujours d'après vous, évidemment. Si c'est jamais au bon moment, si c'est, j'en sais un peu importe quoi, et ben ok, sur réaction, je vais envoyer balader toute autorité. Je vais trouver des études, je vais trouver un emploi où j'ai aucune forme d'autorité ou le moins possible pour être bien. Et sous réaction, c'est l'inverse. C'est je déteste cette autorité que je trouve inutile, inefficace, mal placée ou je ne sais quoi d'autre, mais en même temps, je sais faire que avec ça. Donc, je vais trouver des études, je vais trouver un métier où je vais subir cette autorité qui m'agace, qui m'énerve, qui peut même me mettre hors de moi, en colère, mais je vais la subir quand même. Et ce sera pareil avec un supérieur hiérarchique, vraiment. Donc, ça va vraiment dépendre de votre perception ici, de ce qui, du positionnement de l'autorité de papa par rapport à vous et votre enfance, et comment aujourd'hui, quel impact ça a sur votre vie d'aujourd'hui. Ben voilà, vous allez peut-être jauger et juger par vous-même de votre positionnement d'aujourd'hui. Ensuite, il y a la scolarité et le professionnel. Scolarité, c'est ce que papa m'aide pour faire mes devoirs. Est-ce qu'il me soutient quand j'ai des difficultés dans certaines matières? Est-ce qu'il ne jure que par une matière et les autres, il s'en fout? Est-ce que quand j'ai des difficultés dans certaines matières, il me pousse à aller de l'avant, ou au contraire, il me demande d'abandonner tout de suite parce que ça ne sert à rien? Est-ce que papa, il me soutient quand j'ai des bonnes notes et quand j'ai des moins bonnes notes? Est-ce que quand j'ai des bonnes notes, il est content, ou est-ce qu'il veut toujours plus? Enfin, voilà, toutes ces questions-là, ça va contribuer à la réussite scolaire d'une part, et ensuite à votre réussite professionnelle. Si papa ne me soutient pas, je peux avoir des difficultés à me montrer persévérante, et donc baisser vite les bras, et donc rater mes examens, rater ou perdre complètement confiance en moi, et ne rien faire, ou carrément ne pas aller faire mon examen, ou je ne sais quoi d'autre, par peur de rater, ou toute autre chose encore. Mais toujours est-il que selon la façon dont papa s'est comporté avec moi pendant ma scolarité a un impact sur ma réussite. Et aussi, c'est pareil pour mon choix d'études supérieures, c'est pareil pour mon choix de métier. Si papa me soutient dans mon choix de métier, ou au moins, enfin, s'il n'y a pas de soutien, mais au moins aucune barrière, et ben quand même, je vais pouvoir avancer convenablement, à mon rythme, convenablement. En revanche, si papa ne jure que par un métier et que j'en veux un autre, déjà, j'ai peur de le décevoir. Est-ce que je le déçois lui? Est-ce que je m'écoute moi, ou est-ce que je l'écoute lui? Est-ce que je suis prête à le décevoir, enfin, ça peut même aller plus loin, parce que je pense aux familles qui ont une entreprise de père en fils, et les générations suivantes qui ont parfois envie de continuer et parfois non. Et ben, c'est compliqué de faire un choix ici. Est-ce que je continue l'entreprise familiale parce que c'est ce qu'on attend de moi depuis toujours et je suis née pour continuer l'entreprise familiale, ou est-ce que je respecte quand même mon envie à moi, qui est de faire un métier tout autre? Ben là, ça commence à compliquer les choses aussi. Donc, selon l'attitude de papa, ça peut contribuer à ma réussite professionnelle ou non, et à mon bien-être tout court. Ensuite, papa, c'est l'engagement et les repères. Est-ce que papa s'engage avec moi? Est-ce qu'il tient ses engagements? Est-ce qu'il les tient de temps en temps? Est-ce qu'il les tient régulièrement, tout le temps? Est-ce qu'il ne s'engage jamais avec moi? Ou est-ce qu'il... Voilà. Quelle est sa façon à lui de s'engager avec moi? La perception que vous avez eue de l'engagement de papa vis-à-vis de vous contribue à votre façon à vous engager dans la vie, à tous les niveaux. S'engager, alors souvent on parle mariage, on parle enfant, mais ça va bien au-delà. S'engager à avoir une vie heureuse, s'engager à être épanoui, s'engager à avoir, je ne sais pas moi, aller au bout d'un projet professionnel, personnel, à aller au bout d'un projet avec des amis, s'engager à terminer un contrat, enfin à tous les niveaux, quoi, vraiment tous les niveaux, s'engager à avoir une sécurité financière, à tous les niveaux, vraiment tous les niveaux. Là, c'est l'engagement au sens le plus large. Et papa, quels sont ses repères? Est-ce que les repères de papa dans la vie, dans ma vie, sont bons? Est-ce qu'ils ne sont pas trop étroits,
trop larges, trop éloignés, trop aléatoires? Ou est-ce qu'ils sont, d'après moi, plutôt bons, plutôt justes, plutôt convenables, même très efficaces? Voilà. Comment moi je perçois les repères de papa? Ça va conditionner ma façon d'être dans ma vie de tous les jours, puisque si les repères sont trop étroits, je vais soit avoir peur d'aller, même si j'ai très envie d'aller de l'autre côté et d'écarter un peu les, les repères de papa, je peux avoir très peur de passer de l'autre côté de la barrière. Parce que c'est rassurant aussi d'avoir des repères très très sécurisants, très droits. Et en même temps, très droits, mais très étroits, qui fait qu'il y a plein de choses que je loupe. Donc, voilà. Est-ce que dans mon état d'esprit, dans ma personnalité, je suis capable d'aller au-delà des repères de papa? Si papa a des repères très larges, bah c'est pareil. Dans l'autre sens, c'est est-ce que je vais me perdre dans tout ça? Parce que c'est tellement large que je peux partir dans tous les sens. Ou alors, ils sont plutôt bons, mais trop espacés. Donc, ça veut dire qu'il me manque quand même des jalons au milieu pour que la route soit vraiment bien tracée. Ou alors, ça me convient bien comme ça et je continue et j'aime avoir peu de repères et faire ma vie. Ça va vraiment dépendre, encore une fois, j'insiste sur votre perception des repères de papa et de l'impact que ça a pour vous. Et cette période-là de 7 à 14 ans, elle conditionne la confiance en mes capacités de ce que je fais. Et vous l'aurez compris, elle ne représente que 5% de votre potentiel et de vos actions. Dans une journée classique, ce que vous pensez bien maîtriser ne représente que 5% de ce que vous avez vraiment réalisé, fait, vécu, appréhendé, si on peut dire, émotionnellement parlant. Vient ensuite la troisième période, de 14 à 21 ans, qui est la construction du moi. Qui je suis, moi? Cette période-là, elle conditionne la valeur de mon être, l'estime de moi-même. Est-ce que je mérite quelque chose? Qu'est-ce que je vaux en fait? Est-ce que je mérite d'avoir une vie heureuse? Est-ce que je mérite d'avoir un bon métier qui me permette de bien gagner ma vie et d'être heureuse? Est-ce que je mérite de gagner de l'argent aussi? Alors la notion d'argent, c'est plus une énergie qui est, je dirais, directement liée à l'estime de moi. Si j'ai une problématique au niveau de l'estime de moi, au niveau de l'argent, il y aura une problématique aussi. Peu importe laquelle, hein, mais il y en aura probablement une. Si j'ai une bonne estime de moi, ça veut dire que je laisse la porte ouverte à l'argent qui rentre, qui sort, etc., plus libre. Il y a moins ou carrément aucun blocage. Et donc là, l'argent rentre vraiment. Par contre, si j'ai un problème de valeur, si ma valeur est faible d'après moi, ou si je mérite moins ou peu ou pas, et bien là, au niveau de l'argent, il y aura problématique. Cette période est très importante, c'est à moi de décider. Je décide. Le risque, si je décide de rien et que je laisse décider les autres, c'est que les autres vont décider pour moi avec leurs filtres. Je laisse les autres décider à ma place avec leurs filtres, leurs envies, leurs besoins, leurs peurs, leurs craintes, enfin voilà, leurs filtres. Et les miens, ça veut dire que je n'écoute rien de moi. Je fais confiance à l'autre plus qu'à moi. Et là, c'est compliqué parce que ça veut dire que je serai incapable de faire des choix dans ma vie. J'aurai toujours peur de faire les mauvais choix parce que je manque de confiance et d'estime de moi-même et donc je préfère faire confiance aux autres qu'à moi-même. Ici, les parents sont accompagnateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, enfin, idéalement, ce serait extrêmement génial qu'ils le soient. Ça veut dire quoi par accompagnateur? Ça veut dire que vous avez décidé de faire un cursus scolaire à tel endroit, je ne sais pas, peu importe. Et les parents souvent disent bah non, c'est trop cher, non, c'est trop loin, non, c'est trop compliqué, non, c'est pas assez intéressant, non, il n'y a pas de débouché, non, il n'y a pas assez de postes. Après, enfin non, ça paye pas, enfin, peu importe, voilà. Eh bien, peu importe les filtres que maman et papa peuvent vous donner, et les autres en général, si je décide, moi, de faire ces études, et bien dans ce cas-là, les parents doivent d'abord tout mettre à plat. Ok, tu veux faire ces études-là. Ok, dans quel but? Combien de temps tu veux faire des études? Quel est ton objectif à la fin? Est-ce qu'il te faut un appartement? Ok. Est-ce qu'il te faut de l'argent? Oui. Comment tu vas faire? Est-ce qu'il faut payer la formation? Oui. Comment tu envisages les choses? Combien de temps ça va durer? Enfin,
tout mettre à plat, quoi. Et en fonction de tout ce que les parents auront positionné à plat pour que le jeune puisse décider, après, c'est à vous de décider en votre âme et conscience, en disant oui, je voulais faire ces études à l'autre bout du monde, mais au final, je me rends compte qu'il y a une école qui est à 2 heures d'ici et c'est quand même vachement plus simple, beaucoup moins cher, beaucoup moins risqué, etc. Ok, eh bien, je vais opter pour cette option. Si vous faites ça, ok, c'est vous qui avez choisi. Par contre, si vous dites, ok, ouais, il y a une école juste à côté à 2 heures, mais bon, c'est moins risqué, c'est sûr, c'est moins cher, c'est sûr, mais au niveau expérience, vraiment, c'est incomparable. Je maintiens quand même ce projet-là. Ben là, c'est quand même une décision, mais en votre âme et conscience, en connaissance de tout ce qu'il y a à savoir avant de prendre cette décision-là. La difficulté, si les parents sont absents ou si peu importe les décisions que vous prenez, on s'en fiche, tout le monde s'en fiche, c'est que vous puissiez prendre des décisions, des bonnes et des moins bonnes et des contradictoires et décider de tout et son contraire et faire sac de nœuds à la fin. Donc vraiment là, c'est à vous de décider de 14 à 21 ans et les parents doivent être accompagnateurs. Ici, il y a à la fois le lien avec papa, le lien avec maman, le lien avec la fratrie, les frères et sœurs, et le lien avec moi. Chacun a son rôle à jouer. Si papa veut bien que je parte à l'autre bout du monde, mais maman non, ou inversement, eh ben, je vais forcément décevoir quelqu'un, blesser, attrister quelqu'un. Ok, ben, je vais choisir qui? Là, c'est un méga dilemme. Si on a une entreprise familiale et que je décide de changer complètement, moi, de ne pas suivre la famille et de faire mon propre choix de métier, ben, c'est compliqué aussi. Hein. Là, je peux me mettre tout le monde à dos. Hein. Donc, ma décision, elle peut avoir des conséquences sur moi. Et vient enfin la dernière période de 0 à 21 ans qui est liée à la fratrie et qui conditionne notre rapport aux autres et notre position dans la société. Selon comment s'est passé vos relations avec vos frères et sœurs, si vous en avez, et si vous n'en avez aucun, c'est pareil, ça fonctionne aussi. Si je suis enfant unique et que j'étais très content d'être enfant unique, ça conditionne des choses par rapport aux autres. Et si j'étais enfant unique et j'ai détesté être unique et que je voulais avoir des frères et sœurs, ça conditionne d'autres choses, justement, dans le rapport aux autres. Les autres, c'est vraiment les autres. C'est des voisins, des collègues de travail, des copains, des personnes un peu moins proches, voilà, que la famille et les amis. Là, les amis et la famille, c'est l'inconscient. Mais cette période-là, les autres, c'est vraiment les gens qu'on peut croiser dans la rue, les connaissances de connaissances, tout, voilà, ce genre de personnes-là. Les camarades de classe aussi. Et donc, c'est la façon dont ça s'est passé avec vos frères et sœurs, si vous étiez plus ou moins proches, si vous étiez plutôt à part, si vous-même vous mettiez à part parce que vous aviez envie ou si vous vous sentiez à part, eh ben vous allez le revivre dans vos relations avec les autres. Si vous positionnez par exemple tout le temps les autres avant vous, ou l'équipe, la famille avant vous, le groupe de frères et sœurs avant vous, eh ben dans votre vie de tous les jours, vous le vivrez aussi. Si vous travaillez en équipe, vous privilégierez l'équipe avant vous. Si à l'inverse, vous étiez très autonome, très indépendant, eh ben vous allez être très autonome et très indépendant dans votre vie, à tous les niveaux, avec les autres. Vous n'aurez aucune nécessité d'être super proche des autres. Vraiment, inconsciemment, on reproduit dans notre vie personnelle et dans notre vie même professionnelle les rapports avec les autres identiques aux rapports avec nos frères et sœurs. Et toutes nos expériences que l'on va vivre, que l'on va ressentir, voilà, toutes les expériences de notre vie, on va les capter, les intégrer dans notre cerveau avec nos 5 sens, qui sont ici VACOG, V de visuel, A de auditif, K de kinesthésique, donc c'est le toucher, O de olfactif, G de gustatif pour le goût. Donc, avec nos 5 sens, on va tout capter, tout enregistrer. Notre cerveau, de 0 à 21 ans, va tout enregistrer, va créer des rails émotionnels et des fonctionnements, des automatismes. Et après, eh ben, 95% de notre façon d'être, d'interagir avec les autres, etc., ne sont que du pilote automatique de tout ce qu'on a encodé de 0 à 21 ans. Et il y a des choses, des fois, qui coincent, qui bloquent.
et elle refuse d'être digérée, ça coince quoi. Donc quand c'est digéré, ça débloque, ça part, ça s'évacue. Quand c'est indigeste, et ben ça rentre dans un sac et le sac se remplit petit à petit et on en met une couche et on en met une couche et encore une couche jusqu'à ce que ce soit à ras-bord et après il y a une goutte d'eau et bim, ça fait tout sortir. Et ben au lieu de vider son sac de façon explosive, l'hypnose, entre autres, permet de vider son sac de façon beaucoup plus douce. Douce d'abord pour vous, pour les autres aussi, mais c'est d'abord pour vous, pour pouvoir aussi faire de la place à des choses bien plus intéressantes, bien meilleures pour vous.